Marc Terris, New York, portrait d'une ville arabe. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce récit ? Disons-le, c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas forcément vers New York qu'on se tourne quand on veut parler de l'immigration, des nouveaux arrivants arrivés du Proche et Moyen-Orient. D'ailleurs, on va parler de l'Amérique latine avec vous. Mais donc, New York d'abord, comment est venue l'idée ? Alors, je me suis toujours intéressé aux diasporas arabophones et plus largement orientales dans les grandes villes européennes ou plus largement en Occident. J'avais travaillé sur Lisbonne dans la ville musulmane, qui est un livre sorti en 2019. Et découvrant que Gibran Khalil Gibran avait écrit Le Prophète en anglais à New York, à la charnière des 19e et 20e siècles, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur New York en tant que ville arabe. Il y a un vrai travail d'historien. Qui sont les premiers arrivés, quand et dans quel contexte ? Alors les premiers arrivants, ce sont des Syro-Libanais. À l'époque, il n'y avait ni Syrie ni Liban. C'était une province de l'Empire ottoman. À la charnière des 19e et 20e siècles, notamment Gibran Khalil Gibran, mais aussi d'autres, qui vont s'installer dans un quartier du sud de Manhattan qui s'appelle Little Syria. Et la photo d'ailleurs, ce sont des Syro-Libanais ? Alors ce sont des Syro-Libanais, mais qui eux sont à Brooklyn, parce que l'épicentre de cette diaspora new-yorkaise va se déplacer du sud de Manhattan à Brooklyn, à peu près dans les années 1930. Et c'est sur Atlantic Avenue qu'il va y avoir pas mal de commerces, des pâtissiers, des restaurateurs d'origine syro-libanaise qui vont s'installer. Alors quel est le contexte ? Pourquoi se retrouvent-ils aux États-Unis ? Alors ils se retrouvent aux États-Unis parce qu'on est dans un contexte un peu de pression de l'Empire ottoman pour recruter des soldats. Les Libanais, Syro-Libanais commencent à avoir conscience qu'ils sont arabes. Il y a un nationalisme arabe qui s'éveille, donc ils ne veulent pas participer au conflit que l'Empire ottoman leur impose. Et d'autre part, il y a aussi l'immigration économique, parce qu'il y a des difficultés économiques dans les montagnes libanaises à ce moment-là, qui poussent donc les gens à partir. Comment sont-ils accueillis, intégrés ? Alors, ils sont accueillis à l'époque, les États-Unis ont besoin de main-d'œuvre, et on ne sait pas trop qui ils sont en fait, parce que ce sont des Asiatiques, ce sont pour certains des Européens, des Africains, donc ils ne rentrent pas dans une case, souvent la binarité blanc-noir américaine, donc ils sont plus ou moins bien accueillis, avec pas mal de préjugés et de racisme. Et viendront ensuite les Égyptiens, les Palestiniens, les Yéménites, des Marocains aussi qui les ont rejoints. Ils ont espéré eux aussi vivre le rêve américains à partir des années 1950. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils ont pu toucher de près ce rêve américain ? Alors, il y en a qui ont pu toucher le rêve américain. C'est à partir des années 50-60 surtout qu'il y a une ouverture des États-Unis avec la politique de Kennedy vers des pays autres que les pays européens. Donc beaucoup sont devenus entrepreneurs. Il y a aussi des figures de proue artistiques, littéraires, notamment des Palestiniens. Bon, il y a Edward Saïd qui a été professeur à Columbia. Il y a aussi Souad Hamad qui est aujourd'hui une figure un peu, on va dire, de la contre-culture à Brooklyn. Il y a pas mal de poètes qui vont essayer de lutter pour leur émancipation aux côtés des Noirs, notamment Souad Hamad qui a écrit Born Palestinian, Born Black, Laurence Joseph aussi. Et puis, plus récemment, on a aussi pas mal de rappeurs, des DJ qui sont pour terrain fertile, New York et aussi Détroit. Ça vous plairait de vous installer à New York ? M'y installer, je sais pas. J'ai vous y êtes envie allé ? de partir dans les petites villes, j'en ai marre. Mais non, je suis jamais allé, j'aimerais beaucoup y aller pour jouer autant que pour visiter. Histoire en tout cas fascinante. On connaissait plus les Syro-Libanais, Palestiniens en Amérique latine, notamment au Brésil par exemple. Oui, alors, Chili, Mexique également. Donc au Brésil, il y a Milton Hatoum, Carlos Slim au Mexique. C'est vrai qu'il y a une diaspora syro-libanaise qui est importante en Amérique latine. Mais aux États-Unis, à New York et Détroit, il y a aussi ces communautés qui existent. On a aussi, par exemple, Mona Simpson, qui est donc la sœur biologique de Steve Jobs. Donc c'est une histoire un peu compliquée parce que Steve Jobs... Juste une pause, c'est vrai que j'allais vous dire, puisque là, celles et ceux qui nous regardent doivent se dire les Simpsons là, dans MOE. Alors racontez-nous pourquoi effectivement il y a un des personnages des Simpsons qui a inspiré de cette histoire. Racontez-nous. Alors, Mona Simpson est née Mona Jalandi. Jalandi, c'est le père en fait de Steve Jobs et de cette future Mona Simpson qui a abandonné Steve Jobs, mais qui par la suite aussi a abandonné sa fille, la future Mona Simpson, qui a pris le nom de son beau-père en fait. Et cette Mona Simpson va donc rencontrer un producteur qui s'appelle Monsieur Apple, rien à voir avec Apple, ça ne s'invente la pas, firme, ça ne s'invente pas. mais qui est le producteur de la série Les Simpsons. Et il va donner le nom de Mona Simpson à un de ses personnages. Donc Mona Simpson, elle a des origines quelque part arabo-américaines. Steve Jobs d'origine syrienne. Voilà, cela. Tout à fait. New York, portrait d'une ville arabe. Comment avez-vous travaillé ? Comment avez-vous mené ce travail de fourmi pour essayer de retrouver
retrouver justement, refaire le fil historique de cette histoire? Alors, c'est une quête que j'explique dans le livre, en fait. C'est un récit d'écrivain voyageur, quelque part. C'est sur place, en rencontrant des personnes, en rencontrant des associations qui sont impliquées dans l'histoire des Arabo-Américains, que j'ai pu reconstituer le puzzle de cette histoire, voilà, à travers des témoignages oraux, des monuments aussi qui deviennent un peu sources. Il y a la cathédrale maronite de New York, par exemple. C'est là où j'ai pu assembler les différentes pièces pour écrire ce livre. Et on dit souvent que, bien entendu, le modèle anglo-saxon, par exemple, du modèle français d'intégration est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit, je parle sous votre contrôle, qu'aux États-Unis, on ne renvoie pas souvent aux origines. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, ceux qui sont nés à New York, par exemple, d'origine syro-libanaise, syrienne, palestinienne, yéménite, marocaine, sont américains, ou est-ce qu'on leur renvoie l'identité de leurs aïeux? Alors, ils sont américains, mais ils ont une double identité. Là-bas, c'est accepté. Avant, aux États-Unis, on avait une politique assimilationniste, un petit peu comme dans la tradition française. Mais à partir des années 60-70, il y a ce qu'on appelle l'Ifen, c'est-à-dire qu'ils sont arabo quelque chose. Arabo-irlandais, arabo-libanais. Et donc, ils ont ce melting pot américain, ils sont tous américains, mais ils ont aussi une culture hybride quelque part. Qui est pas, ils ne sont pas libanais, ils ne sont pas totalement américains, ils sont américano-libanais ou américano-marocains.